Bonjour et bienvenue. Chapitre préliminaire par rapport à la matière, consolidation des états financiers. Lors de la première séance, nous avons un petit peu parlé de c'est quoi un groupe, c'est quoi une entreprise mère, c'est quoi une succursale, c'est quoi une filiale, cadre réglementaire de la consolidation, la loi 96-112 du 30 décembre 1993, la loi 2001-65 relative aux établissements de crédit, les normes comptables internationales, IFRS 3, International Financial Reporting Standard. L'ensemble constitué par une mère et ses filiales, un ensemble d'entreprises liées économiquement et financièrement par leur société mère. La société mère est une entreprise détenant le contrôle, la direction du groupe, la gestion des actifs et des passifs de ses filiales. Aspect économique d'un groupe, la succursale est un prolongement de la maison mère, ne jouissant pas d'une personnalité juridique propre, une autonomie réduite. La filiale dispose d'une personnalité juridique et une autonomie. Aspect juridique, la loi de finances a fixé des dispositions sur les définitions de la société mère, holding et filiale. L'aspect fiscal, le législateur a considéré les sociétés de groupe en intégrant à un régime fiscal les concernant. Et enfin, l'aspect comptable, l'IASB, International Accounting Standard Board, a publié la norme numéro 3 pour l'élaboration des états financiers consolidés depuis le 1er janvier 1977, annulée et remplacée de autres normes et plusieurs réformes, l'IFRS 3 en 2005, la loi 1996 du système comptable des entreprises en Tunisie. À retenir les notions de base préalables à la consolidation. Quels sont les actifs d'une entreprise? Chapitre 2. Champ d'application et périmètre de consolidation. Nature de contrôle exercé sur les entreprises. Chapitre 1. Notion de groupe. L'étude de la notion de groupe nous conduit nécessairement à évoquer son aspect économique, son aspect juridique, son aspect fiscal et son aspect comptable. Un groupe est l'ensemble constitué par les entreprises liées financièrement et économiquement qui dépendent d'une entreprise qui en assure la direction et le contrôle. Un groupe, c'est un ensemble d'entreprises contrôlées de manière exclusive ou conjointe par une société ou sur lesquelles cette société exerce une influence notable. Le groupe de sociétés est un ensemble de sociétés ayant chacune sa personnalité juridique, mais liées par des intérêts communs en vertu desquels l'une d'elles, dite société mère, tient les autres sous son pouvoir de droit ou de fait et y exerce son contrôle, assurant ainsi une unité de décision. La norme internationale IAS 27 a défini le groupe comme l'ensemble constitué par une mère et toutes ses filiales. La norme comptable tunisienne numéro 35, reprenant la définition de la norme internationale, définit le groupe comme étant une mère et toutes ses filiales. Grand 1. Aspect économique. En matière économique, le groupe apparaît comme un ensemble de moyens traduisant des relations de dépendance plus ou moins fortes. Elles peuvent consister en une appartenance totale telle qu'une succursale, une dépendance de droit, filiale, une liaison juridique, participation, et enfin une relation économique plus ou moins constante qui peut être contractuelle, sous-traitance
ou simplement commercial. Au-delà de ces liens de dépendance, le groupe se caractérise par un centre de décision unique fortement lié au concept de pouvoir exercé sur autrui. L'objectif ultime du groupe est la recherche permanente de la meilleure allocation des ressources aux emplois les plus performants. Le système des filiales et celui des participations apportent une réponse aux exigences de l'économie moderne. En effet, la création d'une filiale, entité juridiquement autonome, favorise la décentralisation, disperse le risque économique, s'inscrit parfaitement dans une logique de diversification industrielle, commerciale et financière et constitue indéniablement l'instrument privilégié du développement des groupes. Pour conclure cet aspect économique, on peut dire que le groupe est un ensemble de moyens traduisant des liens économiques sur lesquels s'exerce un pouvoir de décision unique. Grand 2. Aspect juridique. Poursuivant ces réformes, le législateur tunisien, après avoir reconnu même timidement la personnalité fiscale du groupe des sociétés, en instituant un régime d'intégration des résultats par la loi de finances pour l'année 2001, a promulgué la loi portant sur les groupes de sociétés. Cette loi numéro 2001-117 du 6 décembre 2001, complétant le Code des sociétés commerciales, a fixé des dispositions relatives à la définition de la notion de groupe de société, à la définition de la société mère, de la société filiale et de la société holding, à la réglementation des participations réciproques, à l'obligation d'établir des états financiers consolidés, contrôlés obligatoirement par un commissaire aux comptes membre de l'Ordre des experts comptables de Tunisie et publié dans un journal quotidien paraissant en langue arabe, à la légitimité sous certaines conditions des opérations financières entre les sociétés du groupe, à la réglementation des conventions conclues entre les sociétés du groupe ayant des dirigeants communs, à la possibilité d'étendre les procédures de faillite et de redressement ouvertes contre l'une des sociétés faisant partie du groupe aux autres sociétés y appartenant. Cette réforme constitue donc un grand pas réalisé par le législateur. Cependant, ce grand pas a été amputé partiellement par le dernier alinéa de l'article 461 du Code des sociétés commerciales qui dispose: le groupe de sociétés ne jouit pas de la personnalité juridique. Cela signifie que le groupe n'a pas de personnalité morale et n'a pas en conséquence de patrimoine au sens juridique du terme, comme il ne peut pas, par exemple, rester en justice ou distribuer des dividendes sur la base de la situation nette consolidée, et ce, malgré que les comptes consolidés doivent être approuvés par l'Assemblée générale ordinaire de la société mère. L'article 472 du Code des sociétés commerciales. Grand 3. Aspect fiscal. Les groupes de sociétés ne peuvent connaître un développement adéquat que dans le cadre d'une législation fiscale appropriée. Le législateur tunisien, considérant l'importance des groupes de sociétés dans l'économie du pays, a reconnu dans une première étape la notion de groupe à travers l'article 30 de la loi de finances pour la gestion de l'année 2001. Cette reconnaissance est traduite par l'institution d'un régime dit d'intégration fiscale des résultats, permettant sous certaines conditions à toute société cotée qui détient directement ou indirectement au moins 95% du capital d'autres sociétés, d'opter en sa qualité de société mère pour son imposition à l'impôt sur les sociétés, IS, sur la base de l'ensemble des résultats réalisés par elle et par les autres sociétés,
Cela signifie qu'une compensation est opérée entre les résultats bénéficiaires et déficitaires. Dans une deuxième étape, et dans le but d'assouplir les conditions pour le bénéfice de ce régime, les articles 17-18 de la loi de finances pour l'année 2004 ont énoncé des mesures supplémentaires. L'article 17 a réduit le taux de participation dans le capital de 95 à 75% et l'article 18 a assoupli la condition de cotation préalable en bourse en permettant à la société mère de prendre l'engagement pour introduire ses actions à la bourse dans un délai ne dépassant pas la fin de l'année, qui suit celle de l'application du régime d'intégration des résultats, avec possibilité de prorogation de ce délai d'une année. Les mesures incitatives concernent aussi l'octroi d'un avantage substantiel à ce régime. Cet avantage est annoncé par l'article 20 de la loi de finances pour l'année 2004, qui affranchit désormais de l'IS les intérêts non décomptés sur les sommes déposées dans les comptes courants intersociétés intégrés. En France, par exemple, il existe deux régimes dérogatoires au principe de la personnalité fiscale. Un régime dit d'intégration fiscale qui permet la compensation des résultats positifs et négatifs de l'ensemble des sociétés d'un groupe dont la société mère détient au moins, directement ou indirectement, 95% des droits de vote. Un régime dit du bénéfice consolidé qui permet de déterminer le résultat imposable de la société mère française en faisant la somme du résultat de ses filiales françaises et étrangères dans lesquelles elle détient directement ou indirectement au moins 50% des droits de vote. 4. Aspect comptable. Dans l'introduction, nous avons donné un bref historique sur la publication des comptes consolidés dans le monde. Il convient de rappeler à ce niveau que l'IASC avait publié une norme numéro 3 relative aux états financiers consolidés et qui a été appliquée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977. Cependant, cette norme a été ensuite annulée et remplacée par trois autres, portant les numéros 27, 28 et 31 relatifs aux comptes consolidés et publiés en 1989. Ces normes ont, à leur tour, fait l'objet de plusieurs révisions. La dernière date de décembre 2003 et applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. Par ailleurs, la norme numéro 22 IAS, International Accounting Standard, regroupement d'entreprises, a été remplacée par l'IFRS 3, norme d'information financière numéro 3, et dont les dispositions sont aussi applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. En Tunisie, c'est la loi numéro 96-112 du 30 décembre 1996 relative au système comptable des entreprises qui a prévu dans son paragraphe 24 l'obligation pour les groupes de sociétés de publier des états financiers consolidés selon les conditions, les modalités et les procédures prévues par les normes comptables. Celles-ci sont publiées au JORT, Journal officiel de la République tunisienne, numéro 97 du 5 décembre 2003, et entrent en vigueur pour les états financiers relatifs aux exercices clôturés à partir du 31 décembre 2003. Ces normes traitent des techniques comptables de préparation et de présentation des états financiers consolidés. Pour conclure, la notion de groupe, on est amené à constater que le législateur tunisien est bien conscient de l'importance des groupes de sociétés dans l'économie du pays. Il a commencé par la réglementation des comptes consolidés, en consacrant ainsi une importance capitale à la fiabilité de l'information publiée par les groupes. Loi numéro 96-112. Puis, dans le cadre de la loi de finances pour l'année 2001, il a institué le régime d'intégration des résultats, lesquels a vu des assouplissements par la loi de finances pour l'année 2004.
puis encore de par la loi numéro 2001-117 du 6 décembre 2001. Il a reconnu la notion de groupe, mais sans pour autant aller jusqu'à lui accorder la personnalité juridique. Enfin, un arrêté du ministre des Finances du 1er décembre 2003 a publié les normes comptables relatives à la consolidation. Ce qui est certain, cependant, est que le législateur tunisien introduit les réformes par bons successifs, et ce, en fonction de l'évolution économique enregistrée par notre pays et compte tenu du contexte international. Merci pour votre attention. À la prochaine séance.